Place à la chronique du soir. Nous recevons avec tout un plaisir notre consultant politique parce que on n'a pas partagé ces plateaux il y a un peu, il y a quand même quelques semaines. Agapit Napoléon Africain, bonsoir. Bonsoir Mouad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci de nous visiter. Ah bon, on va pas dire visiter, mais bon, merci de nous revenir. Ben, c'était un plaisir. Bon, le matin a eu la chance, bon, le grand soir. Non, il n'y a pas de... c'est des rôles partagés. Il me semble que c'est selon les exigences de l'actualité. Voilà. Et l'actualité est florissante, on pourrait le dire. On commence déjà par la nouvelle, l'actualité du jour, on pourrait le dire. Cette suspension de fonction de Alimatou Badarou, qui était donc jusqu'à quelques heures directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin. On commence déjà par l'intitulé des motifs: mauvaise gouvernance, désobéissance hiérarchique. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par là? Bien écoutez, en très peu de mots, dire simplement que la Maya partie avec son autorité de tutelle. Le Conseil national des chargeurs du Bénin est une organisation sous tutelle. Donc du coup, c'est placé sous la tutelle du ministre en charge du transport. Donc dès lors, le directeur général de cette structure doit, selon les statuts de la structure, a un lien de tutelle et avec le ministre, et doit pouvoir donc respecter un certain nombre d'instructions ou de directives. Je peux parler de directives, parce qu'en termes de tutelle, il n'y a peut-être pas d'instructions systématiques, mais il y a des directives, il y a un certain nombre de respect de la hiérarchie. Il y a pas le lien n'est pas hiérarchique, mais c'est un lien. La relation de tutelle établit quand même une certaine hiérarchie, même si le lien on peut pas parler directement de lien hiérarchique direct. C'est quand même une relation de tutelle qui implique que le ministre sont répondants sur un certain nombre de dossiers, d'autant que le président du conseil d'administration, c'est le ministre ou son représentant. Donc vous devez savoir. Donc dès lors, si on rentre dans le conseil d'administration, alors le lien devient hiérarchique, puisque c'est le conseil d'administration qui désigne donc le directeur général. Donc vous comprenez donc que le respect, par rapport, quand vous êtes directeur de ce type de structure, donc vous êtes comme un responsable exécutif, et le ministre est un responsable de la structure décisionnelle. Et dès lors, vous lui devez respect et vous devez agir, vous devez exécuter avec diligence, célérité les instructions ou les directives qui viennent de là. Quoique, c'est dès lors que ces directives sont conformes aux délibérations du conseil d'administration. Alors, si un Alimat Badarou qu'on connaît, membre du bloc républicain, son ministre et donc de tutelle, membre du bloc républicain, si on en arrive là, ça veut dire carrément qu'il n'y a pas de collaboration entre les deux. Ça veut dire donc que le directeur général, donc la directrice générale, n'a pas fait preuve de leadership à ce niveau. Ça veut dire qu'elle a manqué tout simplement de tact. Est-ce que le respect va jusque sur le terrain politique? Non, écoutez, nous sommes dans une gestion d'organisation. Là, on est plus du tout sur le terrain politique. Même si les deux sont militants. Et ça, c'est quand même un cas intéressant. Parce que, avant, dans les dynamiques de partis appartenant à des groupes ethniques, régionalistes, des groupes économiques et autres, des puissances économiques, c'est rare que lorsque le ministre de tutelle et le directeur général sont du même parti, c'est rare qu'on en arrive à ces cas de figure. Très rare. On peut pas, je ne sais pas si on peut retrouver rapidement un cas du genre. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses ont changé effectivement, que vous avez beau être même du même parti, mais vous devez respecter les règles du jeu. Et dans le cas d'espèce, non, la gestion de ministère, la gestion d'une organisation comme le CNCB ne peut pas s'accommoder des délibérations politiques ou politiciennes. À partir du moment où déjà on vous donne la chance en tant que responsable du parti, enfin membre du parti, donc d'être à l'exécutif
d'une structure comme celle-là, vous avez le devoir, vous avez l'obligation de faire le travail selon les règles de l'art et surtout éviter d'aller à de ces quiproquos. Donc je pense que le ministre a dû prendre ses responsabilités. Je ne connais pas le fond du dossier, mais il est évident. C'est évident que beaucoup parlent aussi de naïveté politique, d'engagement politique. Quand on sait que vous occupez un tel poste, est-ce que quand on occupe un tel poste, l'engagement politique doit être moindre? Vous savez, je ne vais pas me hasarder, mais si on reste sur le terrain, je ne sais pas, sur quel terrain nous restons? Est-ce qu'on est dans l'analyse? Parce que beaucoup de là, justement, c'est pourquoi on y arrive. Oui, il y a deux lectures, il y a deux lectures sur de cette affaire. Si nous restons purement dans la gestion d'organisation, donc de la gestion purement administrative, je pense que le ministre aurait dû, la directrice générale a dû manquer au ministre. Et si vous manquez, c'est le ministre qui vous propose, comme je vous l'ai dit, le conseil d'administration vous propose, et le conseil des ministres vous nomme, ou le ministre vous nomme. Donc, un conseil des ministres, vous faites nommer par le chef d'État en conseil des ministres. Donc, ici, dans le cas d'espèce, je pense que quand vous connaissez cette hiérarchie, en attendant peut-être qu'on en arrive à des types de sélection sur dossier, avec un mandat, encore que même là, le ministre peut demander au conseil d'administration de se réunir et d'urgence et surtout dans son cas où vu la gravité, vu l'urgence, vu la gravité, peut décider donc d'évincer un directeur, quitte à le faire remplacer en intérim par quelqu'un gérant les affaires courantes. Tout à fait, le temps que la situation soit peut-être clarifiée au niveau supérieur ou au niveau des conseils d'administration pour qu'un nouveau directeur général ou un directeur général en bonne et due forme par intérim soit nommé. Là, dans le cas d'espèce, nous sommes dans la gestion des affaires courantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une mesure urgente, rapide, immédiate, dont la gravité est quelque chose donc que le ministre a jugé bon de trancher, quitte à rendre compte et à prendre des mesures et à aviser, en tout cas, recevoir des instructions de l'autorité supérieure ou aviser. Donc je pense que... Et effectivement, il y a quand même cet événement qui vient conforter votre thèse, parce que le conseil d'administration a été justement mis en place après la nomination de Alimatou Badarou, et donc certainement en attendant que le ministre ne rende compte au conseil d'administration, il a pris ses responsabilités. Oui, de toute façon, il devrait y avoir certains nouveaux conseils d'administration. Il y en avait un autre avant. Donc, à la matière, de toute façon, il n'y a pas de vide. Cette structure fonctionne, tous les hommes sont en place, les structures sont en place. Donc, à partir du moment où le ministre, les relations entre le ministre entre le directeur général et la tutelle sont bien décrite, à partir du moment où le rôle du conseil d'administration est connu, je pense que si on en arrive là, comme je vous disais, c'est qu'il y a eu urgence, il y a eu extrême urgence, et le ministre a dû aviser. Alors, le deuxième cas, c'est, vous avez posé le problème du volet politique. Tout à fait. Alors, donc, c'est vrai que lorsque vous occupez de pareilles fonctions, normalement techniques, votre implication politique doit pouvoir être connue et suffisamment maîtrisée. Est-ce que, étant du domaine, parce qu'on a vu Mme Alimatou surtout récemment, très récemment dans le week-end. Tout à fait, avec la communauté Tofou. Voilà, donc bon, alors, et puis après, on l'a écouté. Alors, est-ce qu'elle a été disciplinée? Parce qu'un parti, c'est aussi la discipline. De groupe. Est-ce qu'elle est restée dans la dynamique du parti? Est-ce qu'elle est restée dans la logique du parti? Est-ce qu'elle est restée dans la ligne du parti? Est-ce qu'elle avait le droit à faire ce qu'elle a fait? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Et donc le ministre, qui est également membre du parti, peut avoir estimé qu'il y a une sorte d'empiètement du politique sur le technique, ou bien du technique sur le politique, qui a une sorte de mauvaise donne et a voulu mettre fin à la pagaille. C'est vrai qu'il y a tellement de liens qui s'énoncent. On parle par exemple de ces propos tenus à l'encontre de Lucas Tropo qui serait peut-être candidat, en tout cas on attend la Sénat, qui serait candidat donc pour briguer la tête de la municipalité de Cotonou, et Alimatou Badarou qui estime qu'elle irait au communal, alors qu'il y avait aussi cette mesure prise qui interdit donc en réalité, est-ce qu'un militant peut dire je vais? Non, il y a des structures.
Donc, moi, c'est vrai, on a lu beaucoup de choses, on lit telle chose, mais tout ça peut pas être des spéculations des médias. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça quitte le seuil des médias pour s'élargir à tout le public. Puis tout le public est citoyen. Tout le public est producteur de l'information, est publicateur, donc est journaliste en griffe. Journaliste citoyen, comme on aime le dire. Comme on le dit. Donc, du coup, ces informations circulent. Jusqu'à, par exemple, aucune liste n'est encore déposée pour qu'on sache qui va être où. Mais il est évident que lorsque, en tant que haut responsable d'un parti, qui veut quand même un parti qui s'inscrit dans la dynamique, dans la nouvelle dynamique que le chef d'État entend donner à la classe politique, un parti qui s'inscrit dans la nouvelle dynamique instaurée depuis la réforme, lorsque un militant, un haut responsable, se prononce peut-être aussi clairement sur sa candidature, alors qu'elle occupe déjà une position administrative suffisamment élevée, est-ce que là également elle respecte la discipline? Je ne sais pas, je ne suis pas membre du BR, en tout cas pas suffisamment informé ou impliqué pour pouvoir aviser. Mais il est évident que si la direction du parti décide du positionnement d'un militant ici ou là, le membre peut sans doute dire sa désapprobation. Mais si le membre est un haut militant, un militant qui déjà bénéficie des largesses du parti, bénéficie donc du positionnement du parti, je pense qu'il y a une discipline. Ne pas le faire, c'est naturellement user de son droit à la parole, sa liberté d'expression. Là, on peut pas lui refuser, mais la liberté d'expression se limite souvent et est souvent en conflit avec la discipline du parti, avec la discipline des organisations. Donc, à partir du moment où vous êtes dans cette structure, vous devez suffisamment être limité. Vous devez vous restreindre à l'autodiscipline, naturellement. Sinon, si vous voulez utiliser vos droits tels que reconnus par les textes, vous-même, vous voulez les utiliser sans les restreindre, vous-même, sans les auto-restreindre, vous déliez d'un certain nombre de contraintes donc, que vous vous êtes donné, des contraintes qui vous ont permis vous-même d'accéder à des marches importantes de la hiérarchie administrative ou bien politique. Alors, vous tirez les conséquences. Pourrait-on parler, je le dis encore, de naïveté politique? Ah ben ça dépend. C'est vrai qu'elle a l'air relativement jeune, en tout cas en politique. Donc c'est possible qu'elle ait pu se tromper. Voilà. Donc c'est à elle de tirer les conséquences. Mais alors, on a quand même parlé de de mauvaise gouvernance. Alors donc, là, il va falloir quand même qu'elle se pose bien les questions, parce que avec son jeune femme militante, battante, on l'a vu quand même sur nos plateaux. Tout à fait. On l'a vu alors si à ce niveau, elle n'est pas capable donc de se maîtriser pour gérer une structure comme celle-là, je pense qu'il y a quand même du gâchis. On peut dire que c'est du gâchis. Et puisque vous parlez de femmes battantes, nous venons de célébrer la journée internationale de la femme. Est-ce que ce n'est pas un coup dur pour les femmes béninoises? Écoutez, la vie militante est une vie virile. Ça a été que Mathieu Kérékou disait, la révolution, ce n'est pas un dîner de gala. La politique l'est moins. Donc la révolution comme la politique, c'est des milieux, c'est des endroits où on n'admet pas l'enfant de cœur. De toute façon, s'il s'y amène, il s'y pique. Qu'est-ce qu'il fera qu'il pique? Et je pense que lorsque vous... On pourrait quand même être indulgent vis-à-vis des femmes. Non, c'est pas une affaire de... On doit... Oui, Romuald. Vis-à-vis des femmes en politique. Donc du coup, vous voulez qu'on, non seulement malgré la discrimination... En fait, je ne parle pas de mots. On crée une discrimination maintenant de procédure. Et que les règles soient appliquées. Là, on va rentrer dans une société totalement discordante. On ne sera plus dans une dynamique de progrès, dans une dynamique de résultats, dans une dynamique de modernisation, de développement. On va rentrer alors dans une sorte donc de situation non maîtrisée. Donc une femme, c'est un homme, un humain, avec autant de mental, avec la raison. Donc, doit pouvoir savoir aussi quand on lui fait déjà l'essentiel de l'accompagner dans sa dynamique. Parce qu'on ne peut pas dire que les femmes sont là si on les lève, non. Celles qui sont levées, celles qui sont portées au sommet sont celles qui font déjà beaucoup d'efforts, il faut le reconnaître. Ça arrive. Donc, Alimatou Badaou, on ne peut pas dire qu'elle est restée assise, c'est une battante, je l'ai dit tantôt, tout comme beaucoup d'autres. Alors, si elles en arrivent là,
et qu'on a accepté que la révision de la Constitution, par exemple, consacre une certaine proportion pour la femme et positive, il va falloir quand même que lorsque les femmes accèdent à ces niveaux de responsabilité, elles puissent assumer pleinement le mandat, tout au moins moral, qu'elle porte, c'est-à-dire le mandat féminin, qui est valorisé au regard de la discrimination qu'on pense qu'elles subissent, et donc qui donne lieu à cette discrimination positive. Donc moi je ne suis pas très adepte des droits féminins, je suis purement un peu carré sur donc pas adepte, je suis pas non plus je suis pas contre. Pour moi, j'estime que je respecte les dames qui se battent tous les jours pour se hisser au sommet. Je respecte les dames qui vainquent les contingents, qui se démultiplient pour pouvoir vaincre les barrières, les pesanteurs. Je respecte les dames qui, au moyen de leur éducation, au moyen de leur tempérament, même au risque de leur vie parfois, affrontent les situations pour se hisser. Je pense que cette Madame Alimantou Badarou, a pu, on ne peut pas dire qu'elle a tout gagné facilement, elle a pu, puisque au moment où ce n'était pas aussi de là qui on l'a vu sur les plateaux, ça c'est quand même à son actif, on l'a vu sur les plateaux, elle a été là. Bon, alors, est-ce qu'elle a été naïve? Ça, je pense que elle doit analyser ça à son niveau et surtout savoir reculer pour mieux sauter. Quitter la tête du pas, de sauter comme c'est vraiment un gâchis. Mais elle peut toujours gagner et il lui faut corriger les éléments. Il lui faut corriger là où il s'est trompé. Il faut qu'elle puisse corriger. Là, on a parlé de malgouvernance, de mauvaise gouvernance. Il va falloir qu'elle essaye de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et s'il y a des choses à remettre en place, qu'elle le fasse. Lorsqu'on a parlé de refus de désobéissance, il va falloir qu'elle fasse amende honorable et revienne. Je pense qu'elle a tout le temps, elle paraît encore assez jeune. Donc, je pense qu'elle a le temps de rebondir. Je pense que... Mais quand on parle de suspension... Il ne faut pas passer sur les éléments pour penser que les femmes, qu'il y a un problème, que les femmes ont un souci. Non, elles n'ont pas de souci. On en trouve qui assument, qui ont assumé, qui ont assumé pendant de longtemps, donc il n'y a pas de problème. Et puis, avec Léa Talon, le premier directeur du CNCB a dit, Maya parti avec... Et justement, ça nous fait dire, on ne peut pas dire que c'est une question de femme, c'est tout simplement une question de tempérament et de gestion. Ça nous fait dire que, bon, à quand la stabilité à la tête du CNCB, justement? Parce que, bon, beaucoup de directeurs ne font pas long feu. Ils vont trouver. Je pense qu'il y a des structures comme ça, il y a des moments comme ça. Quoique celui qui a été là après Dayori est resté quand même un certain temps. Bruno Kani, il a quand même fait un peu plus de 2 ans en place. Donc oui, peut-être c'est déjà assez dans le parcours, on peut le dire. C'est de voir comment faire en sorte que la structure reprenne vie rapidement. Donc. Très bien. On va passer à l'autre actualité. Est-ce qu'on pourrait parler d'actualité puisque la Sénat, ses portes sont toujours ouvertes, mais apparemment, les partis politiques désirent y aller au dernier moment. Écoutez, manager plus de 3000 dossiers, c'est des cantines. Et lorsque vous savez qu'ils n'ont que 48 heures, si je me trompe, pour corriger d'éventuelles erreurs, lorsque vous voyez ce qui s'est passé l'année dernière, lorsque vous savez qu'il y aura plus de fautes mineures, vous comprenez donc que la situation n'est pas aussi facile que ça. D'ailleurs, il y a le dernier arrêt il y a une décision à la Cour suprême, justement, sur de l'NCB par rapport à quelques largesses que la Sénat voulait prendre dans l'analyse et dans l'interprétation des textes, une arrêt de la Cour suprême qui, vraiment, dont la Sénat même a tiré les conséquences. Donc, ça oblige encore plus les partis politiques à faire beaucoup attention. Et j'ai suivi l'élément de l'Union progressiste tout à l'heure. Je pense que beaucoup font comme l'Union progressiste. Ils prennent le temps pour mettre de l'ordre. Tout à fait. Il y a donc on pourrait espérer demain. Bon, de toute façon, c'est la date butoir, donc ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Je pense que dès cette nuit ou dans l'absolu demain. Non, ne dites pas non, parce que dès cette nuit, ceux qui veulent en finir tôt, parce que ce qui va se passer demain, vous savez, c'est plus de 3000, je vous l'ai dit. Oui. Alors, prendre acte des 3000, il faut déjà les démembrer, les dénombrer, et voir que les pièces, ils sont, dossier par dossier. Oui. Ça va prendre son temps.
sans doute la Sénat a dû s'offrir des services de ressources. Oui. Mais ça pendant ce temps. Alors donc, c'est vrai qu'on ne va pas s'aligner des partis politiques non plus. On a une marge d'une dizaine. Sans doute c'est 4, 5, 6. Pas plus. Alors donc, voilà. Certains peuvent aller ce soir, d'autres demain. Je pense qu'il n'y a rien encore d'alarmant. Nous avons toujours l'habitude de vivre ce type de situation où les partis attendent toujours le dernier moment. Et il y a beaucoup d'impressions dans l'opinion quand on sait que cette contrainte, en fait, cette exigence de positionnement de candidats dans tous les arrondissements, les 10%, il y a par exemple un parti politique, on l'a lu, reste à vérifier, donc gouvernance solidarité, qui quand même jette l'éponge aussi, voilà. Demain, on peut avoir des surprises aussi. Non, il n'y a pas de surprise à voir. Écoutez, c'est que vous êtes prêts, vous y allez. Vous n'êtes pas prêts, vous n'y allez pas. Vous tentez, on vous arrête. Et puis c'est tellement simple. Il n'est pas dit qu'ils sont obligés d'y aller. S'ils ne sont pas prêts, ils n'y vont pas. Pour moi, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que les meilleurs, c'est une compétition. Faut pas la rabaisser. On parle de la gouvernance de la cité, même si c'est au niveau communal, même si c'est au niveau d'arrondissement. C'est ceux qui doivent être le plus en contact avec nos populations. C'est ceux qui doivent être en même de donner le meilleur exemple de la gouvernance locale. Donc, pour moi, non, c'est les meilleurs qui iront. Je parle d'état d'âme. Je ne pense pas qu'on puisse se faire d'état d'âme en la matière. S'il y en a deux iront. S'il y en a un, il ira. Et s'il y en a 5 iront. Moi, je pense que en la matière, il n'y a pas de souci. Après, on les chantre de la théorie démocratique, des dogmatiques, donc de la rhétorique vont se mettre en branle. Mais bon, voilà. Eux, c'est leur mission de le faire. Et puis, je pense que les partis politiques, eux, vivent leur réalité. Donc, chacun sera dans son camp pour faire son travail. Très bien. En tout cas, ETélé va vous faire revivre ces moments, ces derniers moments à la Sénat. Donc, restez câblés. Nous allons finir cette entrevue, donc la chronique du soir avec vous, Agapit Napoléon Maforékan, avec, oui, ce fameux virus qui ne cesse de parler de lui, le coronavirus. En tout cas, je ne vous ai pas encore entendu sur ce sujet-là. C'est pas un sujet absolument politique. Oui, mais bon, ça quand même, ça perturbe un peu l'économie, ça perturbe un certain nombre de choses. Ça perturbe, effectivement, ça perturbe. Je veux dire que c'est pas un sujet absolument économique et politique, mais c'est quand même un sujet de politique. C'est un sujet de politique parce que c'est un sujet mondial. Nous sommes en face d'une pandémie. Oui. C'est vrai que c'est maîtrisé d'ici. C'est quand même une pandémie. De toute façon, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'a plus trop de mal à utiliser cette expression-là. On y est presque. Oui. Prions pour ne jamais y arriver. Bon, pour regarder l'actualité, parfois elle est dramatique, parfois elle est assez maîtrisable. Bon, il y a deux attitudes. Soit vous laissez aller à Dieu en disant que bon, que Dieu fasse et qu'on puisse s'en sortir. Et qu'il est l'âme de ceux qui sont partis. Bien, quand vous dites ça, on va dire que vous êtes fataliste. Ou alors vous dites que, bon, mais saluez les efforts des pays qui essayent de gérer. Et en saluant ces efforts, on peut saluer notre ministre de la Santé, Benjamin Yombati, oui, avec toute son équipe, les autres ministres qui se retrouvent dans le comité interministériel. Tout le travail qui est abattu par le comité, je pense qu'il rassure la population. Je pense qu'il y a une communication rassurante. Il y a un déploiement suffisamment rassurant qui permet aux populations de suivre, d'avoir les conseils pratiques des comportements adoptés, au même moment de suivre les directives, de suivre comment le gouvernement gère. Lorsqu'on a entendu cette dame togolaise, oui, qui a pris par le Bénin et qui aurait rencontré 4 personnes, oui, combien, dans un hôtel à Calavi. Donc, vous voyez déjà qu'on nous assure que certaines personnes rencontrées sont déjà mises en quarantaine. Un dispositif est déjà en place. C'est ça, un gouvernement. Je pense qu'il faut saluer. Près de 7 milliards mobilisés également. Il faut saluer l'effort. Il faut saluer cette dynamique et cette communication maîtrisée sur le dossier. Je pense que, vu ainsi, nous pouvons être à l'abri. Et ce n'est pas la première fois. On a vu le gouvernement gérer déjà la crise Ebola. On a déjà vu le gouvernement gérer la fièvre Lassa. Je pense que
oui, il y a une gouvernance en la matière à saluer et à espérer que nous gardions intacte dans notre vigilance et que les autorités continuent donc de faire preuve de telle clairvoyance dans la gestion, de telle célérité, d'un sens d'anticipation aussi rassurant qui permettent aux populations peut-être de continuer à vaquer à leurs occupations. Ailleurs on a vu les écoles fermées, tout à fait, les universités. Espérons ne pas y arriver là. Et les populations, les attitudes, vous avez l'impression, est-ce que quand vous voyez nos citoyens, est-ce que vous avez l'impression qu'ils prennent la mesure de la Non, situation? Pas réellement. Disons qu'il n'y a pas raison non plus à céder à la peur panique. Il n'y a pas raison à céder à la peur panique. Il y a simplement à faire en sorte de respecter les directives, les consignes. Et ça, si, il y a quand même... Moi, j'ai fait un peu le tour de quelques officiers de pharmacie à la recherche de jeunes leaders alcoolique. Et puis je me suis rendu compte que les jeunes manquent ici et là. Ouais. Les jeunes manquent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui sont conscients effectivement qu'il faille aller se procurer ce liquide parce qu'on ne peut pas avoir l'accès à l'eau et au savon, à tout le temps. Mais le ministre l'a dit, l'eau et le savon, il ne faut jamais s'en départir. Il faut se laver les mains autant qu'on peut, autant que possible, autant qu'il y a de toucher. Et on a touché une matière, un corps, autre chose. En tout cas, tout ce qui peut nous donner le virus, il faut se laver la main. Donc, vu cette précaution, je pense que je peux voir de la communication rassurante. Tant qu'il n'y a pas de raison donc de s'inquiéter, pourquoi vous voulez que la population s'inquiète? Je pense que les mesures ne sont pas entrées dans les oreilles du sourd. Les directives sont partagées, sont démultipliées. Je pense que les populations ont conscience qu'il y a un tel virus, se rassurent que ce n'est pas encore au Bénin et rassurons que cette certitude se poursuive et qu'elle soit réelle pour le bien de notre population. Très bien, merci Agapit Napoléon Maforican pour tous ces moments d'échange. En tout cas, avec plaisir, on vous retrouvera encore. Le plaisir toujours. Certainement demain parce que le dernier mot... Oui, nous allons garder l'antenne un peu demain par rapport effectivement au dépôt, mais ce sera un peu plus tard. Tout à fait. Pour pouvoir analyser un peu. Donc, on peut se donner effectivement rendez-vous pour demain. Demain, c'est pareil, on aurait une vue un peu... assez clair, pas totalement encore parce que c'est à minuit. Tout à fait. Voilà, donc je pense qu'on va tirer jusqu'à la fin. Très bien, merci. Merci donc, chers amis téléspectateurs. Vous restez avec nous.